on est tous les quatre, c'est parfait. Bah écoute Alexandre, je te laisse te présenter en 2, 3 minutes. Je rappelle on fait une espèce de table ronde plutôt dirigée pour les débutants. Donc si vous avez aucune notion sur les carnivores, surtout vous n'hésitez pas à poser des questions. Vous êtes évidemment les bienvenus, c'est la journée mondiale, donc l'idée c'est de vous faire aussi découvrir cette passion. Et donc, je vais demander à Alexandre de se présenter. Et après, on verra ce qu'on fait ensuite. Lucas, tu pourras ensuite te présenter. Alexandre, dis-nous en 2, 3 phrases qui tu es et depuis combien de temps tu cultives, s'il te plaît. Je vous abandonne 2 secondes, je te laisse la parole, vas-y. Bonjour tout le monde, moi je suis Alexandre Ponce. Ça fait 12-13 ans que je cultive les plantes carnivores et pour des raisons de place, et d'envie aussi surtout, je me suis spécialisé dans les dionnées. Pour le moment, je crois que j'ai 70 cultivars de dionnées. Bon, bah, je crois que c'est à mon tour du coup. Vas-y, Je je t'en pense, prie. ouais. Je crois que c'est à mon tour. Bah, moi, c'est Lucas. J'ai commencé les carnis il y a quoi? Il y a plus d'une dizaine d'années environ. J'ai commencé avec une petite dionée voilà, que j'ai trouvée. Je me suis intéressé. J'ai fini sur des forums et j'ai fini avec Dionée de Rosera, mais par souci voilà, de place, pareil. Et puis une fois qu'on est quitté papa, maman, bah, on s'est retrouvé avec un petit appart et j'ai fini avec des Nepenthes du coup et un terrarium que j'occupe du coup avec des Nepenthes Lowland principalement. Ok, Voilà, parfait. Je crois qu'on voilà t'a un pas petit peu entendu, pour Alexandre. Désolé, je me suis éloigné avec les oreillettes et du coup, le son a été coupé. Est-ce que tu peux refaire 15 secondes de présentation? Je suis désolé, hein. Vas-y. Euh, ouais, je disais juste que moi, ça fait 12-13 ans que je cultive les plantes carnivores et par souci de place et d'envie, je me suis spécialisé dans les dionnées et du coup, je vais présenter grosso modo comment réussir la culture de la dionée. Ok, parfait. Laurent, est-ce que tu nous fais 15 secondes sur qui tu es, ce que tu cultives pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, moi j'ai de la place en fait, et une femme qui est très compréhensive, donc j'ai beaucoup de choses un peu partout, dans la maison, dans le garage, à l'extérieur, dans une serre. J'ai aussi pas mal de Dionnées, mais je suis beaucoup moins pro que nos deux amis, Sarracenia et puis un peu tout, Trianta, Occidentalis, Biblis, qui commence à pousser. Et puis peu de Nepenthes, et c'est pour ça ça m'intéresse de savoir comment vraiment on peut cultiver les Nepenthes, parce que j'arrive pas, quoi. Pas bien, en fait. Ok, c'est noté. Pour moi, je vais expliquer un petit peu que j'ai pas mal de Sarracenia dehors et surtout dedans, parce qu'à la base, je fais pas mal de culture en intérieur. Je suis un peu je vais dire spécialiste, je sais pas si on peut dire ça, des laides horticoles. Et du coup, passant des piments à des espèces potagères, en arrivant sur les carnivores il y a quelques années, je me suis intéressé à la culture indoor des carnivores. Et donc, j'ai pas mal de Sarracenia en intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui vont crier. Je les garde pas 10 ans, ne vous inquiétez pas, mais en gros, je fais mes semis et les 2, 3 premières années de croissance en intérieur. Après, je les sors. J'ai quelques Drosera, quelques Cephalotus, et j'ai 2 terrariums, un terrarium avec des Elianthora et un autre terrarium avec des Neps. Donc chez moi, hein, dans mon salon, et le terrarium à Elianthora est dans ma cave, parce que là, j'ai la chance d'avoir une grande cave, donc et puis j'ai ce tout petit terrarium qui nous sert pour les confs et pour les tables rondes. Là, j'ai quelques trucs. J'ai une Sarracenia, j'ai un bananier,
J'ai quelques boutures de Pingicula et il y a une Helianthora aussi, je voulais faire le test. Là, j'ai pas de ventilation, j'ai juste le panneau LED, je voulais voir comment elle se remettrait d'une division et visiblement ça se passe bien. Donc voilà, en gros, est-ce que je fais une visite de mon installation aujourd'hui? Non, malheureusement, c'est pas prévu, mais je le ferai peut-être à l'occasion d'une table ronde ou quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de choses à organiser et du coup, là, si c'est tellement le bordel que je vais pas vous montrer comment c'est. Alors, il y a une question. J'ai cassé un des deux pièges d'une Sarracenia que je ramenais d'une foire. Est-ce qu'il y a des risques qu'elle stagne? Est-ce que l'un de vous veut répondre? On commence par une question. Bah, moi, je suis pas expert en Sarah, hein, donc je vais laisser ma place aux deux autres, Ok. s'ils en ont déjà eu, parce que moi les Sarah, c'est pas mon délire. Franchement, en plus à cette période, ça n'a aucune importance, hein. Si c'est cassé, il faut couper, puis ça va repartir, hein. De toute façon, ça n'a pas d'importance. C'était certainement les cornets de l'an passé en plus, donc c'est des cornets qui vont mourir, donc c'est pas bien grave, on en casse souvent, hein. Pas de souci Ouais. là-dessus. Je suis pas expert non plus, mais ouais, je rejoins Laurent, moi. Pas de problème normalement dans cette Si. période, c'est ça. Ok. Je vais Oui, bah, vérifier de toute façon, si. souvent on coupe tout, c'est pas bien grave, hein. Je vais vérifier si notre cinquième interlocuteur est dans le coin. Est-ce qu'il est là? De toute Excusez-moi, je vais façon, regarder. quand tu vois ce que Cédric Azaïs fait à ses plantes avec Carotophile, Lui, il pose pas la question, hein. S'il y a Ah, une il rase tout, c'est ouais, comme les coiffeurs à l'armée avant, quoi. ouais, c'est ça. à l'image. Alors, attendez, est-ce que vous pouvez nous dire, bah peut-être, on va peut-être commencer par Alexandre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les Dionnées ah oui, tu avais prévu des slides, c'est ça? Est-ce que tu veux Euh, qu'on commence ouais, par on peut, ça ouais. ou... Ouais, bah vas-y, écoute, je te laisse Ouais, ouais. partager ton écran. Hop, je vais remettre, parce que là, on voit plus. Voilà, voilà, ok. Je vais me remettre en plein écran. Si tu veux partager, n'hésite pas. Voilà, regardez le stream. Donc tu es en plein écran, je vais déplacer ça, si ça marche. Mhm. Ça tourne. On va bien là? Non, pour l'instant ça tourne. Ouais, là c'était mieux. Ouais, parfait. Nickel. Ok. Donc dis-nous un petit peu ce que sont ces dionnées, comment ça se cultive. Enfin voilà, rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout, qui auraient envie de découvrir comment ça se cultive bien, contrairement à ce qu'on entend dans certaines jardineries. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, ouais. Que je me remette un peu dans le bain. Déjà, donc pour bien cultiver sa dionée, en ce qui concerne l'alimentation, surtout, il faut pas nourrir ces dionées parce que ça ne sert à rien. Si vous l'avez, de toute façon, la dionée, elle se cultive dehors, j'y viendrai après, mais à l'intérieur, si vous avez une dionée à l'intérieur et qu'elle ne s'alimente pas, c'est normal parce qu'il n'y a pas assez de proies naturelles. Ces proies naturelles, elles se composent à 30% d'araignées, 30% de fourmis, 10% de coléoptères, je crois, ou de sauterelles. Non, de 10% de sauterelles, 10% de coléoptères et 1 à 4% de mouches et de moustiques. Donc vraiment absolument pas ce qu'on peut imaginer pour une plante carnivore avec ce stéréotype de la mouche qui vient se poser dans le piège, quoi. Et ensuite 16% d'autres. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ouais, si vous avez beaucoup de plantes, mais je pense que d'ici là, vous êtes expert en la matière et vous n'avez pas vraiment besoin de conseils. Mais il y en a qui donnent des bloodworms séchés aux plantes carnivores sous prétexte que c'est riche en protéines, mais je pense pas d'un point de vue physiologique que les plantes carnivores aient besoin de tant de protéines que ça. C'est pas parce que c'est carnivore que ça a besoin de protéines. Donc Il faut c'est se des petits rappeler vers, qu'une c'est plante ça? carnivore. Comment? C'est des petits vers, c'est ça? Ouais, des vers, Ok. ouais. Et, euh, et ouais, une plante carnivore, avant d'être carnivore, c'est une plante. Donc en fait, si elle a adopté un mode enfin, un mode carnivore, c'est pour subvenir à ses besoins parce qu'en fait, elle pousse
dans un substrat qui est très pauvre en minéraux. Et c'est justement pour pallier à ce manque de minéraux qu'elle va attraper ses proies. Et d'ailleurs, il y a des articles scientifiques très intéressants à ce propos où en fait on voit que on a entre guillemets une migration de l'expression des gènes des canaux potassiques, des canaux sodiques, donc en fait des canaux, si vous voulez, dans la racine, vous avez des petits pores, et ces petits pores, ils vont permettre l'absorption de certains minéraux. Et souvent, en fait, ces pores, ils sont produits que dans la racine, parce qu'il n'y a que dans la racine qu'on peut absorber ces nutriments. Mais étant donné qu'ils ne sont pas dans le sol chez les plantes carnivores, ces gènes, ils ont dû migrer et être exprimés dans les mâchoires pour pouvoir absorber euh, les minéraux euh, des insectes qu'elles capturent. Donc, en fait, ce dont elles ont besoin, c'est des minéraux principalement, et c'est pour ça qu'il y en a qui mettent de l'osmocote Ok. dans les pots. Moi, je le fais pas, mais il y en a qui mettent de l'osmocote dans les pots et ça fait pousser les plantes à balles, mais ensuite elles en deviennent dépendantes. Donc c'est des petites billes d'azote, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, d'azote, c'est du NPK, c'est azote, phosphore et potassium, je crois. Potassium, ouais, ok. Donc voilà, l'environnement, donc elle pousse en Californie avec donc un substrat acide, comme je l'avais dit. D'avril à octobre, il y fait entre 12 et 30 degrés et en hiver, on descend rarement en dessous des 5 degrés. La plante, elle supporte de faibles gelées et l'hygrométrie, elle se situe entre 30 et 90% d'humidité. Ok. Et elles sont en soleil direct. Et j'ai lu que en fait, il y avait des populations qui étaient au soleil direct et des populations qui étaient sous l'ombre des arbres, parce qu'il y a beaucoup de pins euh, dans ces marécages-là. Euh, et en fait, ils se sont aperçus que les populations qui proliféraient le mieux étaient celles qui étaient exposées plein soleil et pas celles qui étaient à l'ombre. Donc le soleil, il est vraiment très très important. Comme j'ai dit, Ok. hein, avant d'être carnivore, c'est une plante. Et les plantes, elles ont besoin de quoi? D'eau, de soleil et de beaucoup d'amour. Donc ça, c'est des points non négligeables selon moi. Concernant l'environnement, en hiver, on voit une plante qui est beaucoup plus prostrée, D'accord. avec des petits pièges, voilà. Et en été, on a une plante, bon, celle-ci, elle est prostrée, mais souvent, vous allez avoir des plantes qui vont faire des pièges très érigés, qui vont fuser, qui vont partir vers le haut. Euh, donc, quand en hiver, si vous avez votre plante qui a réduit de taille, ou alors que vous achetez une plante qu'on vous dit qu'elle est de taille M et que vous trouvez qu'elle est quand même assez petite, c'est normal, c'est parce que en fait, elle s'est pas encore réveillée et elle a pas produit ces grands pièges comme on peut voir en été, donc c'est totalement normal, c'est un phénomène qui est totalement normal. Donc si on voit disparaître la plante en hiver, en Et gros, on d'ailleurs, doit pas on le s'inquiéter, quoi. voit là sur donc ça c'est ma collection. On voit qu'en hiver c'est rachitique, alors qu'en été ça fuse de partout, c'est limite le bazar quoi. Ok. En ce qui concerne le substrat, moi je vous déconseille fortement d'acheter du substrat qui est déjà prêt à l'emploi dans les jardineries, parce que souvent elles sont supplémentées en NPK. Et ça, il va y avoir une accommodation de la plante à ça, et ensuite ça va être dur qu'elle s'en défasse. Moi, ce que je préconise, ce que j'utilise moi, c'est un mélange 2 tiers de tourbe, 1 tiers de perlite. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire 3 litres, vous prenez 2 litres de tourbe et 1 litre de perlite. Euh, et ça fonctionne très bien. Le 100% tourbe, ça fonctionne très bien, mais ça a tendance un peu à se tasser. Sinon, vous avez 70% tourbe, 30% sable de Loire, mais pareil, ça fait un peu compact. Sinon, 15% perlite, 15% vermiculite. Mais la vermiculite, elle a tendance à se dégrader un petit peu. Et sinon, 10% sable de Loire, 10% perlite, 10% vermiculite. Mais vraiment, le plus simple pour moi, c'est 2 tiers tourbe, 1 tiers perlite. Ok. Et moi, je rempote mes plantes tous les ans parce que je trouve qu'il y a une réelle amélioration euh, dans la croissance de la plante. Et ce que je fais, c'est que une année sur deux, je prends mon ancien substrat, je l'aère vraiment, il faut le brasser, il faut l'aérer pour que ça respire, tout ça. Ok. Et je rajoute environ 10% en volume de perlite pour bien alléger et pour que ce soit pas trop compact ensuite lors du rempotage. Ok.
Et ça, je le fais en général ouais, quand les températures sont supérieures à 5 degrés, ou alors je le fais dès qu'on passe au printemps. Comme ça, les plantes n'ont pas encore commencé à pousser, elles sont encore en dormance. Et en fait, le risque de les rempoter pendant qu'elles sont en période de croissance, c'est de couper un peu, de freiner un peu la croissance. Mais c'est pas plus dérangeant que ça, quoi. Je vais En préciser ce que qui c'est de la concerne... tourbe blonde, parce que on pose des fois la Oui, question de la tourbe brune, et donc c'est bien de la tourbe blonde, dans laquelle il n'y a pas de ouais, nutriments, quoi. Voilà, c'est tout à important. fait, j'aurais dû le préciser, Ouais. ouais, c'est de la tourbe blonde. Hmm. En ce qui concerne l'eau, vous pouvez prendre de l'eau de pluie, de l'eau osmosée, de l'eau déminéralisée, c'est la même chose. Il faut qu'il n'y ait pas de minéraux. Les minéraux, ils sont apportés par les proies capturées. Euh, le pH, en fait, il va être automatiquement ramené en dessous de 6, étant donné que la tourbe blonde, c'est de la sphaigne décomposée principalement, et que la sphaigne, en fait, c'est naturellement acide. Et pour tous ceux qui débutent, l'eau du robinet, c'est pas conseillé, déjà parce que c'est calcaire, donc ça va attaquer les racines. Et en plus de ça, il y a plein de minéraux, donc c'est pas bon. Et l'eau filtrée à la carafe, c'est pareil, en fait, enfin, vous avez toujours des minéraux, ça filtre rien du tout, sauf si vous avez des morceaux de cuivre dans votre tuyauterie, c'est tout ce que ça filtrera. L'eau du sèche-linge, pareil, si vous mettez des adoucissants, ou alors si vous mettez du produit pour laver vos, vos habits, que ce soit même du simple savon noir ou quoi que ce soit, pareil, il va rester des traces, donc c'est pas bon. Et des humidificateurs, vous allez choper tout ce qu'il y a dans l'air, donc si vous avez des aérosols, pareil, ça va pas être bon. Donc vraiment, limitez-vous à l'eau de pluie, à l'eau déminéralisée ou osmosée. Vous pouvez en trouver en jardinerie. Moi, je sais que j'allais en chercher, j'avais 5 litres gratuits par semaine. Donc, il y a juste le déplacement qui est casse-pied. Sinon, si vous avez un balcon, vous mettez une petite coupelle dehors et puis c'est très bien. L'eau, moi, en été, ce que je fais, c'est que je laisse à la moitié ou aux 2 tiers du pot, histoire qu'elles soient bien immergées, parce que ce sont des plantes marécageuses avant tout. Donc, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Ok. Et l'hiver, il y a deux écoles. Il y en a qui mettent pas d'eau du tout et qui laissent les pieds, qui laissent les mottes un petit peu sécher. Moi, j'en mets quand même, je mets un petit peu d'eau parce que l'hiver, j'ai un environnement qui est un petit peu sec et j'ai pas souvent de gelée. Donc voilà, et puis de toute façon, j'ai des copains qui cultivent des plantes, des dionnées, euh, qui laissent l'eau et puis ça gèle. En fait, ils ont les plantes carnivores qui sont dehors et il y a tellement d'eau que ça va jusque tout en haut du pot Ok. et ça gèle et les plantes repartent ensuite. Bon, Y a elles pas ont de souci. pas une très bonne gueule, mais elles repartent quand même. Donc ça se fait. C'est pas ce qui est recommandé, mais ça se fait. Il y a une question sur Euh, le 100% sphaigne morte sur le substrat. Qu'est-ce que t'en penses? T'as essayé? T'as des retours sur ce genre de choses? moi, je sais que quelqu'un avait essayé et en fait, il faut changer le substrat tous les 6 mois parce Ok. que ça va. Il me semble que ça pourrit un peu, où il y a une histoire du style où en fait, ça va vachement se tasser, ça va se décomposer et ça va être pas top pour le développement racinaire parce que ça va devenir très compact. D'accord. Parce que c'est pas une décomposition lente comme on peut retrouver dans les tourbières. Là, c'est vraiment Alors, directement exposé aux variations de température. alors moi, si je peux me permettre, j'étais Vas-y. en full sphaigne morte à Nancy quand j'avais mes dionnées. J'étais passé à tout et franchement, je les ai gardés plus de 3 ans en full sphaigne morte, en rempotant une fois par an et sans aucun souci. Ok. Après, comme j'ai vu que Vernon dans le chat disait attention aux algues, c'est vrai que ça a tendance comme ça, c'est vraiment très gorgé d'eau et que ça absorbe vraiment énormément d'eau. Mm, Ça garde pas trop, voilà, faut pas partir en vacances parce que ça a tendance à sécher très vite mm, et à avoir un peu d'algues. Mais franchement, j'utilisais de l'eau déminéralisée et de l'eau de pluie. J'avais pas forcément beaucoup d'algues et si tu pars pas en vacances et que tu fais gaffe, le 100% sphaigne morte, il est top, hein. Franchement, mm. Moi, j'ai jamais j'ai- testé, donc je pourrais pas te dire. C'est juste un retour que j'avais d'un ouais, Anglais. ouais, ouais, carrément. Bah après, je pense que c'est aussi par rapport au temps qu'on a chacun.
Hmm. Enfin, ça dépend aussi où on habite et tout, mais Ouais. enfin, moi, j'étais passé en 100% Sphène morte et j'avais des très bonnes, des très belles dionnées, quoi. Il n'y avait aucun Mhm. problème, quoi. Et j'avais Ouais. préféré la Sphène morte qu'au tourbe perlite, tu vois. Ouais. Ok. Hmm. Mais bon, après, voilà, ça dépend un peu de tout le monde, hein, c'est sûr. Je pense que ça dépend où tu habites, ça dépend combien de temps tu prends la flotte Hmm. sur les plantes. De toute Enfin, façon, voilà, j'ai quoi. l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur la Ouais, culture des voilà. plantes, quoi. Je pense que c'est un peu à ta préférence, en fait, mais tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Hmm. Tout est possible. Tu gardes ce qui te donne les meilleurs résultats, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a que des tests qui font que. Oui, bien sûr. Voilà, hein. Tu vois, Vernon, il dit que c'est testé, non approuvé. Après, enfin, tu vois, moi j'avais testé, ça marche. Il y en a d'autres qui me l'ont conseillé, qui ont testé, où ils avaient très bons résultats, et d'autres qui ont de très mauvais résultats, tu vois. Je Hmm. pense vraiment que c'est des tests à faire. Après, pour les débutants, je pense que le mieux à faire, c'est de rester sur un truc Oui. classique tourbe perlite, tu Hmm. vois. Après, pour Ouais. ceux qui commencent à avoir des dizaines de plantes, des dionnées, des machins qui veulent affiner leurs résultats et tout, je pense que Hmm. là, il y a des tests à faire pour trouver son meilleur substrat. Mais pour les Ouais, ouais. débutants, je pense que le tourbe perlite, c'est le mieux à faire, quoi. Ouais, ouais. Au moins, tu as C'est un an sûr, oui. tranquille et puis tu te poses pas de Hmm. questions, quoi. Hmm. Hmm. Tout à fait d'accord. Ouais, donc les pots, Les pots, ouais. pas de pot en terre cuite déjà parce qu'il y a l'évaporation de l'eau. Ok. L'eau va se barrer encore plus vite et ça refourgue des minéraux dans le substrat. Donc ce qu'il faut privilégier, moi ce que je fais, c'est que je les cultive dans des pots en plastique qui font 8 par 8 par 8. Et puis, euh, et puis voilà, et la taille des pots, moi je privilégie des petits pots parce que j'ai remarqué, et puis on me l'a fait remarquer d'ailleurs, que les Lyonnais se plaisaient mieux en petits pots. Elles Ok. préfèrent des endroits restreints. Alors ça dépend, il y a certaines géantes, une fois qu'elles ont passé une certaine taille, elles préfèrent être dans des gros pots. Mais moi, ce que j'ai observé de manière générale, c'est que si tu mets une Lyonnais dans un gros pot, elle va se perdre, alors que si tu la mets dans un petit pot, elle va mieux pousser. Et, euh, et vraiment, ce que j'encourage même les débutants à faire, c'est de mettre de la sphaigne de la sphaigne vivante sur les pots, parce que ça a un effet, ça décuple la croissance des plantes. Je trouve ça incroyable. Au début, j'en mettais pas trop parce que ça me faisait des vieilles croûtes sur mes pots. Mais là, en fait, comme j'ai une micro-atmosphère avec ma culture, ça pousse du feu de Dieu. Ensuite, l'ensoleillement et la température. euh, Et moi, en fait, ce que je fais l'été, c'est que je mets un petit paréo ou un drap pour casser un petit Ok. peu les rayons du soleil parce que je suis exposé plein sud. Mais c'est juste voilà, pour éviter que ça tape trop et limiter l'évaporation de l'eau. Mais sinon, ça supporte très bien le plein cagnard. Et puis, comme j'avais dit, des températures de 5 à 38 degrés. Ça résiste très bien, ça résiste même aux petites gelées. Je connais des gens qui ont des plantes en extérieur qui résistent à du -10, moins 5, -10. Donc voilà, et le temps d'ensoleillement, entre 7 et 9 heures par jour, je pense que c'est l'idéal. Ok. Je me fais un petit peu de pub. J'ai Vas-y, vas-y. fait une vidéo, ouais, c'est la dernière. J'ai fait une vidéo sur la génétique des plantes carnivores avec quelques idées, à savoir pourquoi quand on croise deux cultivars, on n'obtient pas des phénotypes parentaux, on n'obtient pas en fait les mêmes caractéristiques que les parents. Donc si jamais vous voulez aller la voir, elle est sur la chaîne de euh, IPSC euh, non, International Carnivorous Plant Society. Mais c'est pas clair. Euh, Ok. donc euh, Donc vous pouvez scanner le QR code et puis de toute façon, j'ai déjà publié sur les groupes Facebook. Ok. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et si vous avez des questions, je reste à disposition. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on verra moins d'ionnées en terrarium. Donc c'est bien des Ouais, plantes qui se cultivent dehors, les amis. Ne vous laissez pas avoir.
Je vais remettre la fenêtre. D'ailleurs, Ouais. je rajoute que pour les débutants, les Drosera et les Sarracenia, c'est le même topo que les Dionnées, hein. Alors, Mm. fais-nous peut-être un petit topo sur les Sarracéniens rapidement. Ah, moi, je suis pas expert Sarah, mais c'est même encore plus. Enfin, c'est exactement la même culture que les Dionnées, hein. C'est dehors, tourbe, perlite, et puis de l'eau au taquet, et puis basta, hein. Mais puis beaucoup de soleil, et puis voilà, hein, faut pas se poser de questions particulières par rapport à ça. À la Ok. rigueur, certains Drosera peuvent être chiants, mais les Ouais. Sarras, c'est dehors et tout. Y a pas de Bah, souci Drosera là-dessus. Capensis, moi je l'ai fait, enfin, je me rappelle mes débuts, je l'ai fait crever maintes et maintes fois, à chaque Ah fois ça non, repart des racines. j'ai essayé de le faire crever, j'ai jamais réussi. Ouais, bah, ouais. C'est un enfer. Il a déjà pris des gelées -10 degrés au fond de la serre, sans protection, sans rien, et puis ça Ouais. repart toujours des racines. C'est, enfin, Mais c'est une mauvaise herbe, hein. Ouais, c'est, ouais, carrément. ouais, ça en devient de la mauvaise herbe. Ah, Mm. du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler de plantes faciles que toi tu cultives, que tu conseillerais pour des débutants? Une petite description rapide. Bah, les Dionnées toutes les plantes en soi qu'on trouve en jardinerie quasiment, hein, c'est des Ok. plantes classiques qu'on peut cultiver. Tout ce qui est les Dionnées qu'on trouve en jardinerie avec les Drosera, bah souvent c'est du Capensis, du Binata, j'ai déjà vu un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en jardinerie? Bah, on a des Sarracenia. Je sais plus c'est quoi, ça fait longtemps que je suis pas allé en jardinerie, mais qu'est-ce qu'on a en Ouais, il y a jardinerie des hybrides un peu connus peut-être. Moi j'ai du Gaïa qui se plaît bien. Ouais. Pas du Gaïa, je te dis n'importe quoi, je confonds avec les neps. Du, En du, Sarracénia, il y du a du Flava. Purpurea ou un truc comme ça, là, Ouais, t'as souvent ça. il y a du Tina aussi, je crois, qui est pas mal sorti en jardinerie. Il y a voilà ce genre de Mais après, Sarra, en ouais. soi, voilà, la plupart des plantes de jardinerie, c'est des plantes qu'ils achètent en gros à l'étranger. Enfin, faut pas se prendre la tête. Même les Nepenthes qu'on trouve en jardinerie, hein, je vois les hybrides, c'est souvent du Alata, enfin du Ventricosa, des choses comme ça. C'est de la tourbe et on met ça en tourbe perlite dans la salle de Mm. bain ou sous une coupelle d'eau bille et puis ça part, hein. Normalement, c'est tranquille, ouais. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Pour commencer, on peut très bien se faire la main avec une ou deux plantes de jardinerie, les mettre dehors au soleil avec de la tourbe et de la perlite et puis c'est bon. Pour toi, les erreurs qu'il faut pas faire quand on est débutant, en gros, les deux erreurs qu'il faut pas faire, ce serait quoi? Bah, mettre de l'eau qui n'est pas de l'eau de pluie Ok. ou de l'eau osmosée, enfin mettre de l'eau du robinet, parce que ça, c'est vraiment encore tenir une plante carnivore à l'intérieur. Ça se fait, certes, elle va pas pousser comme l'extérieur, mais je trouve que c'est pas l'erreur, la pire erreur c'est vraiment l'eau. Je pense que la pire erreur, c'est l'eau et le substrat pour les plantes carnivores. Ok. Je pense vraiment, c'est ce que j'ai fait au début et c'est vrai que l'eau du robinet, ça peut en 2 semaines, ça peut tuer la plante, hein, je pense. Et donc, si Vraiment. vous avez pas du tout d'eau, il faut mieux mettre de l'eau du robinet. Mais si vous pouvez faire autrement, ne mettez pas d'eau du Bah, robinet. Je même crois que pas c'est de le. l'eau. Enfin, franchement, si on n'a pas d'eau, c'est aller chercher un bidon Ouais. d'eau déminéralisé à 1 euro, 1 euro les 3 litres, là, ou les 5 litres, et puis c'est parti, hein. Ouais, Je pense mais tu que. vois, enfin, moi, quand j'ai emménagé, j'avais mes plantes, c'était un bordel pas possible. Je m'étais acheté un osmoseur et en fait, j'avais pas d'embout pour pouvoir le brancher à mon robinet. Donc, impossible de me faire de l'eau déminéralisée. Et puis, va acheter 40 litres d'eau Ouais, après, déminéralisée. ça dépend. Ouais, Voilà. mais parce Donc, que. Ouais, mais parce que t'es pas débutant. Là, Ouais. je parle vraiment oui, à oui, quelqu'un Ouais. qui achète sa plante en jardinerie, qui a 3 plantes, tu vois, tout pété, qui va avoir 3 pots à remplir, que de tuer sa plante à mettre de l'eau du robinet. Ouais. Autant aller acheter 2 bidons d'eau déminéralisée, t'en as pour 2 ou 3 semaines, et puis c'est réglé, tu vois. C'est sûr que pour oui, nous qui oui, avons des dizaines de plantes ou des machins, c'est sûr que c'est pas le bon Là, plan. c'est pas viable. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est sûr que toi, tu vas pas oui, oui. tenir un été, tu vas pas tenir un été Non, avec non, tes 100 plantes à l'eau non, non. déminéralisée. Tu vois, Non, non, c'est. mais ce que je veux dire, c'est que si jamais, dans l'absolu, tu es dans l'incapacité de fournir de l'eau déminéralisée à tes plantes, et tu les arroses une ou deux fois à l'eau du robinet, ça va. Mais il Oui, faut ça pas que va, ça mais vienne à se répéter. ouais, voilà, C'est mais ça. c'est les erreurs à pas faire au début, c'est genre Oui, oui, les bien sûr, arroser oui. toutes les 5 minutes
ça nique un substrat, hein. Moi, j'ai eu un problème dans mon terrarium, je vais te dire, même à l'eau, j'ai eu un problème en fait dans mon terrarium, c'est que j'ai arrosé à l'eau de pluie. Et en Ouais. fait, moi, dans le nord, l'eau est tellement calcaire que même l'eau de pluie est calcaire. Et en fait, j'ai flingué mon substrat et mes Nepenthes à cause de l'eau de pluie, tu vois. Donc, je suis Ok, obligé d'arroser qu'à l'eau déminéralisée, tu vois. J'ai dû d'accord. tout rempoter et tout. Je trouvais pas pourquoi ça stagnait alors que j'avais des conditions pour des lowlands qui sont quasiment parfaites. Mm. Et j'en ai discuté longuement avec plusieurs personnes et plusieurs pros, Cédric et tout, et on comprenait pas. Et je pense que j'ai flingué un substrat avec de l'eau de pluie. Donc des fois, tu vois, Mm. on... même l'eau des fois de pluie ou quoi que ce soit, ça peut être. Après, ça dépend Ouais, sur quoi ça bah ruisselle, ça dépend de. Ouais, il y a pas mal de paramètres aussi à prendre en compte, quoi. C'est ouais, sûr. je te jure, j'ai flingué, j'ai flingué mon terrain à cause de ça, hein. Mm. Je vais remercier Donc le non, des fois, faut follow. pas se Vas-y, casser la tête. De l'eau déminéralisée pour les débutants, c'est bien. ça suffit, ouais. Quand il n'y a pas beaucoup de plantes. Je C'est vais ça. remercier le follow de Jalou. Alors, j'ai pas eu de ticket de caisse qui est sorti sur l'imprimante, je suis déçu, mais merci pour ton follow. On a d'autres questions rapidement. Hop. Comment tester son eau En de tout cas, pluie? de l'eau de pluie polluée, les gars, si vous voulez. De l'eau de pluie, en tout cas, polluée par diverses choses. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai flingué mon substrat à cause de ça, hein. Toutes mes plantes ont fait la gueule. Ok, donc il y a eu un truc dans l'eau de pluie qui fait que. Ouais, Oui, d'accord. ouais, ouais. Effectivement, j'ai vu des trucs sur les supports de ruissellement, comme dit Occitanie Carnivore, là. Si ça ruisselle sur du zinc ou sur ce genre de choses, je crois que c'est effectivement pas très bon, quoi. Je crois savoir. Laurent, est-ce que tu nous donnerais quelques infos sur des plantes que que toi tu cultives et qui sont assez accessibles pour les débutants, peut-être? Bah, déjà, franchement, l'eau, c'est vrai que quand on veut faire des carnivores, il faut adapter le nombre de plantes à l'eau de bonne qualité qu'on peut fournir. C'est vrai que je suis d'accord, en fait, c'est ça qui fait tout merder, hein. C'est l'eau. Si on n'est pas capable d'avoir de l'eau, bah, il faut réduire un peu sa collection. Après, il y a des plantes qui sont moins sensibles. Par exemple, les sarracénias, honnêtement, moi, je les arrose parfois à l'eau du robinet. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas dans le nord, donc dans l'ouest, l'eau est très peu calcaire. Mais c'est tellement résistant que ça pose pas de problème. Mais bon, pour les Nepenthes, par exemple, ça les flingue très rapidement, ou certains Drosera, ça les flingue aussi très rapidement, l'eau chargée. Donc voilà, ça dépend du type de plante. Après, honnêtement, moi, le problème avec les plantes de jardinerie, c'est elles ont été boostées et même quand on les remet dans des bonnes conditions, parfois elles font vraiment, vraiment la tronche. Et voilà, si on peut, voilà, faire appel à des gens qui en cultivent, elles sont toujours de bien meilleure qualité, ou voilà, des vendeurs qui les cultivent dans de bonnes conditions. En fait, après, les plantes, elles sont vraiment très, très jolies. Et si on a Sarracenia, Dionée, quelques Drosera type ouais, Binata, et puis honnêtement Capensis, au bout de quelques années, c'est une plante, c'est extraordinaire, c'est magnifique, ça fait parfois des tout petits arbustes, mais qui sont hyper beaux. Et Filiformis aussi, Filiformis, c'est quasiment Ouais. immortel. Ça se prend -10 dans la tronche, ça repart, là, tout est en train de repartir, ça pourrit quasiment jamais, c'est vraiment très beau. Et même on peut se faire voilà, des petits pots avec Sarracenia, 2 ou 3 Drosera, aller un peu à l'écart une ou deux Dionnées, c'est vraiment très joli en plus. On peut vraiment se faire des trucs sympas. Ok. En termes de Pingicula, puisque je crois que tu en as quelques-unes, qu'est-ce que tu peux. Mais Pinguicula, mais est-ce que franchement, pour quelqu'un qui débute, avoir des tempérés, je suis pas sûr que ce soit le bon plan parce que les tempérés, ça supporte pas trop la chaleur, il faut que ce Ok. soit dans des conditions particulières, et puis on les a pas très longtemps en fait, les tempérés. Après, les mexicaines, il faut simplement avoir un endroit pour les mettre l'hiver, quoi. Et puis, sincèrement, là, j'en discutais la semaine dernière avec Yannick qui travaille au Jardin des Plantes de Nantes. Lui, il me disait, bon, il avait des mouches de terreau, bah, il a mis une Pinguicula gigantea enfin, chez lui, quoi, Ouais. dans une pièce. Et puis, bon, il essaie de baisser un peu la température l'hiver, mais il me dit qu'il s'en fiche un peu, quoi. Enfin, la plante s'en fiche complètement, elle pousse quand même. Les Mexicaines, elles sont vraiment. La plupart des Mexicaines, elles sont quand même assez solides.
Et celles qu'on trouve en jardinerie, type les hybrides type Tina, tout ça, c'est quasiment increvable, quoi. Pas de souci, ouais. Et puis, ça n'a pas besoin de beaucoup de substrat. Donc, ça, on peut les garder même en intérieur si on veut se faire plaisir. Ça, c'est pas idéal, mais bon, c'est quand même pas, voilà, c'est pas hyper grave, quoi. Moi, j'ai des Esseriana dans un espèce de petit bol en verre qui est pas très loin de ma fenêtre. J'ai mis juste quelques centimètres je vais retrouver le nom, de pierre, rappelez-moi comment ça s'appelle. Je vais retrouver. En pouzzolane, des trucs comme ça. De pozzolane, ouais, c'est ça. J'en ai mis au fond, j'ai juste posé juste les petites feuilles. Ça a bouturé quasiment tout de suite. Je laisse 1 ou 2 centimètres d'eau au fond, d'eau de pluie au fond pour toute l'année. Et il n'y a aucun problème, ça pousse vraiment bien. Ça manque peut-être un petit peu de soleil, mais franchement, ça se plaît quoi. Il y a pas de... Si vous pouvez faire comme ça, il y a vraiment aucun souci quoi. Si vous voulez commencer les pinguiculas sur un bord derrière une fenêtre, je pense que il y a moyen d'avoir quelques résultats quoi. Je pense que ça L'intérêt peut. aussi, c'est que ces plantes-là, le calcaire, elle s'en fiche pas mal, quoi. Donc, bon, l'eau du robinet, si on la laisse reposer, parce qu'après, dans l'eau du robinet, il y a quand même tout un tas de produits qui sont pas terribles pour les plantes, Ouais, mais là, les Mexicaines, même si on les arrose avec de l'eau du robinet qui a été, enfin, qui a été un peu éventée, quoi, qu'on l'a laissé reposer un peu. ouais, Euh, Franchement, moi, j'ai jamais vu de problème, je me suis jamais pris la tête et j'ai jamais eu de problème, quoi. ok. Et c'est Ouais, sympa, c'est joli, ça fait des jolies petites fleurs. ça fait Et des pour jolies plantes. débuter, Ouais. c'est bien. Est-ce qu'on Alors, parle le un petit truc, c'est peu que de... Ouais, vas-y. si on veut en avoir en maison des mexicaines, Ouais. l'hiver, il faut éviter de l'arroser, il faut les laisser au sec l'hiver. Le plus important, c'est pas tant la température, me disait Yannick, que vraiment le sec. Avoir une saison sèche et une saison humide. Ok. Est-ce qu'on parle un petit peu des Népenthes, peut-être, rapidement? Est-ce que certains d'entre vous en ont? Je sais plus ce qu'on a dit. On peut, ça dépend. Vas-y, on t'écoute. Alors toi, c'est du Lowland, c'est Bah, ça? Ce que tu disais? ouais, c'est ça, ouais. Tu peux nous Puis expliquer après, moi comment j'ai une tu... inst- Vas-y, bah, moi j'ai une install hein, après exprès pour ça. d'accord. euh, Parce que voilà, quand on commence à sortir des hybrides qu'on trouve en jardinerie, c'est vrai que ça demande quand même une petite install, surtout pour les lowlands. Euh, Voilà, après, c'est de la chaleur constante à plus de 25 degrés, de l'humidité constante à plus de 70%. Ok, Voilà. L'arrosage, bah, c'est comme les orchidées, hein, faut pas que ça baigne dans l'eau pour pas que ça pourrisse. Et puis, bah, sous la lumière, hein, donc soit à l'aide, soit le soleil quand on habite dans des régions tropicales. Mais chez nous en France, c'est souvent sous install. Donc, sous les doigts. Ok. C'est une ouais. installation simple que tu as, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de différence de température entre le jour et la nuit ou Ah ouais, ouais, non, moi je me suis pas cassé la tête. Après, les Lowland que j'ai, je sais que bah, ça baisse naturellement la nuit, un petit peu, Ok. Ouais. mais ça reste à environ 19-20 degrés la nuit. Pour un tout petit peu plus, je crois que j'ai mis ma limite la nuit, ma limite basse doit être à 20 degrés, donc ça reste voilà, environ à 20. Et puis la journée, ça monte à plus de 25, voire 27 minimum, quoi. Ok. Donc, Donc pour ça expliquer, il y a reste. deux types de NEP. Il y a Ouais, Lowland, ouais, hein, c'est celle dont vrai tu que. parles, qui ne nécessite pas forcément de différence de température. Donc c'est plutôt des plantes que vous allez mettre dans De des plaine. terrariums dans votre Mm. maison, dans votre salon, quoi. En Ça fait, il y a c'est... les Nepenthes de plaine Ouais, qui dépassent pas les 1200-1300 mètres d'altitude, ok. voire même beaucoup plus bas, hein, on va dire 1000 mètres pour se faciliter la tâche. Et puis on a les Nepenthes de montagne. Alors excusez ma prononciation anglaise, mais Sagland qu'on appelle. Highland, ouais. Ouais, où c'est bah, tous les Nepenthes qu'on trouve au-dessus de 1005, 1006, et qui demandent en fait une baisse de température la nuit significative. Ok, Donc c'est chaud la journée, donc environ 22, 28 degrés la plage, donc environ 25 minimum la journée, ok. très forte humidité et une baisse drastique la nuit en dessous de 18 degrés, euh,
voire un peu moins, quoi. Donc en gros, Certains ont une baisse. c'est pas des plantes qu'on peut Excuse-moi. faire dans son salon, quoi. Les Highlands, Non, non, non. c'est plutôt Ouais. un environnement spécifique. Et je pense plutôt Après, réservé aux personnes qui connaissent ouais. bien les NEP, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout pour ceux qui connaissent bien les NEP. Après, j'en connais qui font qui cultivent des NEP de montagne, mais qui les ont habitués à des températures, à des baisses beaucoup moins significatives et tout. Après, c'est comme toutes les cultures, hein, mais voilà, j'en connais qui le font, mais j'en connais même qui cultivent des Nepenthes lowland, des Nepenthes de plaine dans, enfin, dans leur salon et tout, proche des fenêtres, mais ils les pulvérisent plusieurs fois par jour. Il faut maintenir une humidité. En fait, le problème, c'est qu'il faut maintenir une humidité et une température la plus constante possible. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on privilégie les installations, c'est pour éviter les. C'est des plantes très capricieuses qui n'aiment pas être dérangées, quoi. Dès qu'on leur sort de leur habitat ou qu'on casse le biotope, c'est fini, quoi. Ok. Il Elles vont mettre 3 mois sans remettre, quoi. y a une Elles n'aiment pas question les sur. déménagements, par exemple. Ouais, ça c'est compliqué. Il y a une question sur quel NEP pour débuter en terrarium. Alors moi, perso, ce qui pousse bien chez moi, c'est du Ventrata. Ventrata, c'est vraiment la plante de base, qui est Mm. parfois vendue sous le nom de Alata, si je dis pas de bêtises, alors que Ouais, c'est pas c'est le ça, cas. ouais. Mm. J'ai du Nepenthes Gaia qui pousse hyper bien sous l'aide. Il n'y a vraiment aucun problème. J'ai du... comment elle s'appelle celle-là? Euh, je vais retrouver. Qui fait... je vais retrouver le nom. Je sais plus, Ouais, ça va me voilà, revenir. au bord de la Qu'est-ce que, fenêtre. qu'est-ce que vous avez d'autre, vous, comme espèce à conseiller dans ce genre de cas? Au début, Ouais. bah, bah, tous les hybrides que tu retrouves de jardinerie en EP, c'est bah, Rebecca Soper, ouais, Rebecca Soper, Ventrata, ou Curiana, je crois, X ou Okayana, ouais. Curiana, Pousse bien, ouais, effectivement. que tu trouves et que ça, pareil, ça pousse extrêmement bien. En fait, tous les hybrides classiques de jardinerie là, ils poussent à des altitudes très variables en fait, de 800 à 2000, 2004, 2005. Donc on peut les cultiver à n'importe quelle plage de température, quasiment. Ils vont bien aimer quoi. C'est pour ça que les hybrides sont très très bien quand on débute les Nepenthes, c'est qu'ils tolèrent énormément de choses quoi. Ouais. Donc Et tu les nourris, toi, tes plantes? Comment tu alors pas fais? du Parce tout, que pas pas du du tout? tout. Non, les Nepenthes de base, je les nourris pas. Alors, il y en a qui trichent en mettant de l'engrais de temps en temps. Tu sais, de l'engrais à orchidée, Ouais. directement, soit des fois dans les pièges, soit foliaire, donc par arrosage. Moi, perso, je le fais pas parce que je trouve que des fois, si on gère mal le dosage ou, ou voilà qu'on arrose un peu trop, bah, ça a tendance à brûler rapidement les racines. Tu vois, ça a tendance à brûler rapidement. C'est encore plus sensible que les orchidées. Donc, enfin, perso, j'ai trouvé que j'ai testé et que j'ai pas vu. Voilà, après, peut-être que j'ai mal géré et tout. Pourtant, j'ai respecté les doses prescrites. Mais voilà, après, je préfère ne pas tenter. Voilà, quelquefois, si je vois après un rempotage ou quoi, je donne un petit coup de fouet en faisant un petit arrosage euh, avec un petit peu d'engrais, mais je le fais très très rarement. Je les nourris pas. Ok, Je les moi je nourris pas, fais mais de je sais temps que en ça se fait. temps. Je le fais de temps en temps. Je le fais une fois tous les 2 mois, en gros. Je dilue un peu d'engrais classique de chez Plagron, là. Ouais, ouais, j'ai le même. À un cinquième de ce qu'il conseille. Mm. En gros, ça doit être 1 millilitre par litre, peut-être même un peu moins. Et puis je fais une vaporisation de la totalité du terrarium. Ça a l'air de faire effet. Faut juste pas en abuser, je pense. Ouais, c'est Mais ça. Je bon. pense. Tu vois, la dilution qui prescrivait, je l'ai trouvée très forte. Ouais. Même, ouais, je l'ai trouvée assez forte. Donc, tu vois, je me suis pas tenté plus. Et puis, j'ai pas vu forcément de différence à mon niveau. Je trouve que ça pousse quand même continuellement bien. Donc, j'en vois pas l'utilité à part booster un peu trop la plante. Le problème, c'est que si on n'est pas régulier après et qu'on les habitue, je pense que ça fait plus l'effet inverse qu'autre chose. Donc, D'accord. moi, je m'en suis pas, voilà, je me suis pas attardé à ça.
Je les laisse faire leur vie. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air de bien se passer, ok. Ouais. Il y a Axis qui nous dit, moi j'ai 5 NEP à la fenêtre et elles poussent super bien. Du coup, elles se nourrissent comment? En fait, elles n'ont pas vraiment besoin de se nourrir, finalement. Non. Avec le bon substrat, rempoté de temps en temps, normalement, t'as pas besoin de les nourrir. Tu peux les nourrir si tu veux, Ouais. avec quelques mouches de temps en temps, mais c'est vraiment pas nécessaire, quoi. C'est En, pas du tout en une terrarium fermé. nécessité. Mm. Alors, il y a une question de Jalou qui nous a follow tout à l'heure. Merci à toi. Salut, au niveau des LED horticoles, lesquels utilisez-vous? Tant pour les NEP que les Drosera en terrarium, principalement au niveau des watts. Alors, je vais pas Ah, tiens, on refaire a une un conf. spécialiste. Je On vais a un essayer, spécialiste LED et je vais essayer de te LED répondre horticole avec nous. facilement. Alors, en fait, ce qui est important, c'est pas vraiment les watts, c'est ce qu'on appelle les ppfd. C'est en gros la quantité de lumière qui va arriver sur tes plantes. Ça se calcule en micromol par mètre carré par seconde, donc je vais pas faire le détail. L'important aussi, moi ce que je conseille, c'est un spectre blanc, donc que tu aies une lumière blanche. Plutôt un blanc chaud, ce qu'on appelle un blanc chaud, donc c'est-à-dire autour de 3000-3500 K, qui sont les Kelvin, qui permettent de paramétrer, si je peux dire, le blanc. Donc tu cherches du blanc chaud, voilà, 3000-3500 K. Pour les... Alors je peux te parler en watts, mais ce sera pas ultra précis. Moi, sur le terrarium qui fait en gros 1 mètre de long sur 40 ou 50 cm de large, je dois être autour des 80 watts. Donc c'est vraiment à la louche, mais en mètre carré, tu dois être autour des, je sais pas, des 100 watts, quelque chose comme ça. Peut-être 100 ou 150 watts du mètre carré, pas beaucoup plus. Il faudra que tu trouves du matériel qui est plutôt défini en micromol par mètre carré par seconde. Alors je vais te l'écrire, que tu saches à quoi ça ressemble. Hop, ça s'écrit comme ça. Hop. Est-ce que Après, je j'ai la... rajoute que pour Ouais. les Nepenthes, ça n'a pas besoin d'une lumière. Surtout les lowlands, ils poussent quand même en plaine et souvent sous les arbres en fait. Donc au niveau de la lumière, ils demandent quand même une quantité. Enfin, ils demandent pas de soleil direct. Hein. L'ombre mi-ombre, c'est très très bien. Faut pas plus, hein, sinon ça a tendance à brûler les feuilles en fait. Ils aiment pas le soleil direct ou la forte luminosité, hein, si je peux Alors me oui. permettre juste de Ouais, c'est rajouter. ça. Tu vas avoir des plantes qui vont commencer à rougir. Mm. Et du Ou même coup, avoir les feuilles carrément brûlées. ça peut devenir rapidement marron. Ouais, Ouais, absolument. Je vais essayer ouais. de te retrouver la conf quand même. Hop. Euh, Bah non, Ah, mais c'est si. super bizarre que tu calcules ça en micromol, ça veut dire que tu prends Mm. quoi comme entité? C'est le photon? Alors en fait, tu es dans ce qu'on appelle le PAR, qui est le photosynthétique active radiation. C'est-à-dire que tu vas prendre en considération que tout ce qu'il y a entre 400 nanomètres et en gros 700 nanomètres, donc le spectre Mm. visible. Et tu vas avoir deux valeurs. Alors attends, je vais juste retrouver ça. Tu vas avoir deux valeurs. Tu vas avoir le micromol par seconde, qui va être en fait ce que délivre la lampe. Mais à aucun moment tu sauras ce que tes plantes elles reçoivent. Et dérivé Mhm. de cette valeur-là, tu vas avoir les micromoles par mètre carré par seconde, qui va être en gros la quantité de photons en mol. Donc c'est une quantité, hein, comme une dizaine, une douzaine. Voilà, c'est un moyen d'exprimer une énorme quantité. Par mètre carré, donc au sol, par seconde, qui va être ce que vont recevoir les plantes. Et en gros, on estime. Attends, je vais essayer de vous retrouver la conf. Hop. On estime que les NEP, il faut en gros 150 micromoles par mètre carré par seconde. On va avoir après des plantes qui prennent un peu plus, les Dionnées, les Drosera autour de 200-250. Les Sarracenia, vous pouvez monter quasiment à 1000 micromoles par mètre carré par seconde, ce qui est un soleil d'été, un 15 juillet en gros. Mm. Il n'y aura pas de problème. L'idée, c'est il vaut mieux quelque chose de constant sur une grosse durée. Il vaut mieux éclairer une plante en gros 18 heures avec 500 micromoles que de l'éclairer 5 heures avec 2000 micromoles par mètre carré par Mm. seconde, quoi. En gros. À partir de ça, on a un autre élément qui s'appelle la DLI, le Daily Light Intégral, qui en fait donne la quantité de lumière que la plante va recevoir sur la journée
Là, on a des micromoles en secondes, mais on peut aussi avoir l'équivalent en journée. Là, pour le coup, c'est des moles. Et vous avez des valeurs qui vont de 1 à en gros 14 ou 15. 14 ou 15, c'est vraiment énorme en DLI. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les céphalotus, c'est autour de 200, 300. Les NEP, ouais, 150, parce que les Eliamphoras, Mhm. c'est pas mal aussi, 500, 600. Voilà. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Les Eliamphoras adorent les infrarouges. J'ai remarqué, moi j'ai eu un rail de LED à 3500K avec des infrarouges de chez Liontech qui m'ont prêté, qui marche très bien. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? En marque, je peux vous donner la marque Isled, je peux vous donner la marque Liontech, qui est une boîte allemande qui fait d'ailleurs ce genre de petits panneaux pas chers là. Donc ça c'est du blanc chaud, il n'y a pas d'infrarouge, mais ça marche plutôt pas mal. Ça monte jusqu'à 60 watts. C'est un tout petit panneau qui est vraiment ultra fin. Je pourrais vous donner les références. Floralez fait du bon matos. J'avais discuté avec un mec qui avait une boîte qui s'appelait Smiled, qui m'a fait des rails sur mesure en blanc aussi, qui est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme marque? VGD, on va en parler tout à l'heure. Normalement, on a une conférence, une table ronde tout à l'heure avec une boîte française qui s'appelle VGD, qui fait du matos industriel. Alors, c'est sûr que c'est pas des prix Amazon, mais les différences de croissance sont quand même assez incroyables. Voilà, si tu as quelques questions là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message bah, sur Facebook. Je suis Mhm. sur Facebook Messenger, Jalou, n'hésite pas, et puis on discute, hein, tu me dis tes specs, et puis je te donnerai des pistes pour trouver du bon matos, bah, si besoin. Après, les Euh, trucs qu'on achète pas cher sur Amazon, enfin, ça sert à rien, autant rien faire, quoi, hein, franchement. c'est C'est effectivement, euh, c'est effectivement du premier prix en général, c'est pas fait pour être allumé 18 heures par jour. Alors attends, je vais te mettre juste le lien de ma conf si tu veux jeter un œil. Hop, c'est celle-là. Voilà, existe-t-il comme pour le marin des lampes programmables? Alors on ne fait pas de modif de spectre chez nous. Il n'y a pas l'aube et puis le soir, il n'y a pas ce genre de choses. En général, on met un programmateur électronique, on l'allume le matin, on l'éteint le soir, et puis c'est bon quoi. On se prend pas trop la tête avec les changements de spectre. On n'ajoute pas, je sais que dans les aquariums, le matos pour les aquariums, alors on allume l'infrarouge et l'ultraviolet à telle heure, et puis après on complète. Nous on fait pas ça, on se prend pas la tête. Ça marche très bien en blanc chaud. 3500K en gros. Si vraiment tu sais pas du tout, tu prends à l'équivalent de la lumière du soleil, quoi. Voilà ce qu'on appelle du sunlight, qui fonctionne bien. Voilà ce que je peux dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les écouteurs parce que les miennes commencent à tomber un peu en rate de batterie. Je fais le changement. Si l'un de vous veut donner encore peut-être quelques conseils d'éclairage, qu'est-ce que vous utilisez vous en termes d'éclairage à part la lumière du soleil? Ben, écoute, moi j'ai eu une bouture d'une Dionée à laquelle je tenais beaucoup et du coup j'ai utilisé du Lientech, celui Ouais, que tu m'avais conseillé là. ouais, Mais et du coup ça a bien fonctionné, hein. Ça vaut pas la lumière du soleil, mais ça a bien fonctionné. J'ai eu des bons résultats quand même. ok. Elle a bien pris, elle a bien bouturé. La Sphène par contre a l'air d'adorer ça. Ouais. Euh, mais ouais, non, mais sinon, je connais plus trop les specs des LED que tu m'avais recommandé. Ça devait être du Blanchot, je pense, ouais, du 3500K, quelque chose comme ça, je suppose. Ouais, ouais, bah, je me suis acheté un programmateur, j'ai fait 9 heures par jour comme tu m'as dit, et là, j'ai dû recevoir la plante quoi, en octobre, novembre. Ouais, Je l'ai sorti là aux premières chaleurs, et puis sur une période de quasi 6 mois, ça a super bien fonctionné. ok. Alors, je pense pas que ce soit un substitut au soleil, hein. Enfin, tu m'en diras plus Non, parce que moi, je j'y pense connais pas non rien. plus. Mais en tout cas, pour des boutures de plantes assez précieuses, je pense que c'est c'est- c'est un bon outil. Ok. Tu parles de plantes précieuses, en fait. C'est quoi les cultivars de Dionée dont tu es fier et que tu trouves vraiment, vraiment cool, quoi? Parce que c'est pas toujours facile quand on est. Alors attends, Laurent, je vous fais juste 15 secondes parce qu'on va plus vous entendre. Je change les oreillettes et je suis à vous. Est-ce que ça va fonctionner? Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vais changer ça.
Désolé, hein, 6 heures, c'est trop pour elle. Paramètres audio. Voilà. Tac. Vas-y, Laurent, est-ce que tu peux parler que je vois que si ça fonctionne? Ouais, bah ça fonctionne. Parfait. Attends, est-ce qu'ils t'entendent les gens là? Vous entendez sur le chat ou pas? Est-ce que c'est bon pour le son? Normalement oui, mais tout le monde est parti. Ça marche? Ok, merci beaucoup. Tac. Ouais. Ouais. Du coup, pardon, ouais, Attends. c'est vrai qu'on entend que. C'est mieux là. Normalement c'est bon. Dites-moi que c'est bon. Ouais, c'est bon, on entend tout le monde. Ok, je vais faire petite escale technique, je vous laisse 15 secondes. D'accord, donc je recommence. Ouais, et puis, pardon. Est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, des cultivars de Dionnées que tu trouves vraiment, vraiment sympas? Parce que c'est pas simple quand on commence avec les Dionnées de savoir quel cultivar choisir. Ouais. Moi, les cultivars que j'aime bien, c'est souvent ceux qui ont des caractéristiques un peu particulières. Bah, attendez, je vais partager mon écran, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle directement. Tac. Hop, page d'écran. Là, je sais pas si ça va fonctionner sur le chat. Pour l'instant, ça doit faire de mouliner un Ah peu. non, non, il faut qu'il mette regarder le Ah stream. ouais, Bon, c'est pas désolé. grave. Hop, vas-y, c'est bon. Mais celle que je trouve intéressante, il y en a de chez Biflora, donc il y a notamment Carbonia ardenti, qui a des pièges très caractéristiques, qui ressemblent un peu à une microdent, mais qui a cette couleur un peu de soleil et beaucoup, beaucoup de dents, un aspect un peu particulier. Il y a aussi Fiamma, dont elle est dérivée, qui ressemble à la même chose, mais qui a des dents plus longues. Et d'un point de vue génétique, parce que je fais des études de génétique, je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait, si on séquence ces deux plantes, qui représentent un couple faramineux, mais si on séquence ces deux plantes et qu'on regarde ensuite euh, les deux séquences et qu'on les sépare, qu'on les compare, pardon, je pense qu'on pourrait réussir à identifier des gènes qui pourraient contrôler la longueur euh, des dents, par exemple. Et du coup, on pourrait cartographier le génome et savoir quels gènes correspondront à quoi. Et ça, ce serait super intéressant parce que ça veut dire que, bon, c'est un peu de la science-fiction et puis c'est pas autorisé ce que je dis, mais grosso modo, ça veut dire que tu pourrais modifier les gènes directement. En fait, tu pourrais faire de l'édition de génome et tu pourrais créer tes données sur commande, en fait. Et ça, je trouve que ce serait super sympa. Mais après, sinon, euh, ça, c'est des plantes qui sont plutôt rares, mais ensuite, des plantes qui sont pas forcément rares et que tu peux trouver à bon prix. C'est par exemple les Schuppenstiel, par exemple, qui sont super sympas, qui ont des crestations sur les pétioles, et moi, je trouve ça super sympa. Tu as aussi euh, G14, qui est une grosse, grosse plante et qui produit des pièges bien colorée et qui a des dents assez particulières parce qu'en fait, elles blanchissent aux extrémités. Ça, c'est super sympa à regarder. Euh, Tu as les varigations avec Génépine, donc qui a des taches, qui a des taches qui manquent de chlorophylle, donc ça te fait des taches plutôt blanches. Tu as aussi de la variegation avec scarlatine, où tu vas avoir des petits spots, tu vas avoir spotty avec des taches beaucoup plus grosses, tu vas avoir Charlie spotted, pareil, avec des taches beaucoup plus grosses. Donc il y a vraiment tout un panel de plantes qui est super intéressant et qui n'est pas forcément rare,
Mais après, moi, je vois ça d'un œil génétique. Donc, à chaque fois que je regarde mes plantes, je me dis que ça, c'est super intéressant parce que d'un point de vue génétique, je me demande qu'est-ce qui cause ça. Donc, j'ai pas un avis vraiment objectif sur ce qui est beau et ce qui est pas beau. Mais c'est vrai que ouais, ce dont je suis le plus fier, bah, par exemple, j'ai eu Astura, qui vient du Japon, qui m'a été que Marco Sono m'a filé, que bah, j'ai fait pousser sous LED. Et en fait, c'est une Schubenstiel rouge. Donc celle-là, j'en suis pas mal fier. Ensuite, Carbonia ardenti, elle est pas mal aussi. Red Picotis, elle est pas mal aussi, parce que t'as pas de dents. J'ai mon cultivar aussi, Purus Funeral Pyre, qui est assez sympa et qui me fait quelques bizarreries là, qui est un mélange. Enfin, au début, c'était juste un mélange entre une Direwolf et Adentata. Et là, ça a l'air d'être un mélange entre une Direwolf, une Adentata et une bec de lièvre. Parce qu'elle me fait des pièges qui sont un peu difformes et je ne sais pas pourquoi. Donc, à voir si c'est stable. Pour le moment, ça faisait 3 4 ans que je l'avais, elle était stable, donc j'ai commencé à le distribuer. Mais finalement, manifestement, il faut un peu plus que ça pour estimer la stabilité d'une plante. Donc, j'attends de voir si c'est pas juste un effet de température. Mais voilà. Donc, des plantes dont je suis fier, dans celle-ci principalement. Bon, Donc la messieurs, tienne, en fait, tu l'as déposée à l'ICPS ou pas du tout Non, j'attends de faire plus d'observations dessus. Et puis, tu vois, comme elle change encore, si elle n'est pas stable, Oui. je trouve que ça sert à rien de l'envoyer à l'ICPS. Mais oui, ça peut être une option. Je n'ai pas la prétention d'aller enregistrer des cultivars à l'ICPS, mais ça peut être envisageable, oui. Mais ce que j'aimerais faire surtout, c'est je voudrais bombarder du pollen avec des UV pour aller casser un peu l'ADN et voir si je peux faire des mutants. Mais pour ça, il faut faire de la recherche, il faut que je détermine une dose létale 50. Enfin, c'est un travail un peu titanesque. Puis il faut surtout que je m'achète les lampes à UV parce qu'il faut un certain type d'UV qui puisse casser l'ADN. Sauf que déjà, il faut que je puisse m'en protéger et en plus de ça, il faut que je puisse me la procurer. Donc, au début, je voulais voir, tu sais, avec des trucs de manucure là, pour faire durcir Ah oui. le vernis. Et du coup, je me suis dit, je vais, tu sais, le glisser comme un petit four et puis je vais voir la bombarde d'UV si ça fait un truc. Mais il faut que je me renseigne, il faut que je lise des publis qui datent d'ailleurs de 87, des trucs, enfin, n'importe quoi. Parce que depuis, personne n'a jamais testé en fait l'effet des UV sur le pollen, et notamment sur le pollen des plantes carnivores. Parce qu'en fait, en fonction du pollen, de ce que j'avais vu, il y avait une dose différente entre chaque genre et type de plante. Donc, c'est un projet que j'ai sur le côté pour le moment parce que je suis plus préoccupé par la suite de mes études, mais c'est un truc que j'aimerais bien tester. Bon, messieurs, on va être obligé malheureusement de s'arrêter là. Hanoï, j'ai une bonne nouvelle pour toi, cher ami. Tu as trouvé un mot caché et je vais regarder ce que tu as gagné. Figure-toi. Alors, excusez-moi, messieurs. Hop. Et tu as trouvé ce mot qui est où? Tu as gagné un Sarracenia hybride de ma part. J'espère que tu es content. Ce sera un autre Sarracenia ajouté à ta collection. Tu me le rappelleras par message, s'il te plaît. Le logiciel que j'ai fait, il a un peu plantouillé là. Parce qu'on est passé sous Windows, je vous avais dit, et c'est un peu pas terrible. Mais voilà, félicitations à toi pour ce gain de Sarracenia hybride. Je te montrerai ce que c'est en photo. J'espère que tu vas kiffer. J'espère que tu es encore avec nous. Ah. Il est encore Euh, là. De quoi? Il est encore là? Parfait. Ouais, je suis content. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, messieurs, malheureusement, on Euh, va être obligé de s'arrêter là. Parce ouais, qu'il est juste déjà. bateau Ouais, vas-y, vas-y. Saïd, tu pourrais nous les écrire. Est-ce que tu demandais pour les cultivars? Je pense que c'est ça, mais non, je te les écris rapidement. Euh, cheese. J'avais dit quoi ensuite?
Fire. Je sais plus ce que j'avais dit ensuite. Fiamma. Yankee. Et puis, je pense que déjà pas mal. Hop. Ah merde, je suis pas connecté, du coup je peux pas les publier. Attends. J'avais dit quoi aussi? Je sais plus. David, je peux t'envoyer ce que Ouais, j'ai écrit pour que tu le mettes sur le chat. vas-y, vas-y. Je te l'envoie par Discord. Tac. Hop. Alors, attends, faut que je récupère le chat ici. Tac. Ah, et Red aussi. Et c'est ici, donc. Voilà, vous avez tout, Nickel. normalement. Parfait. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà une bonne demi-heure de retard et c'est pas fini. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour discuter un petit peu, essayer d'aiguiller un peu les débutants. Laurent, tu restes un peu avec nous si tu peux. Je te garde avec nous Ok, comme tout à l'heure, c'était dispo. Merci Lucas, merci Alexandre d'être venu. merci à J'espère tous les qu'on deux. aura une conf à vous bientôt ou à une table ronde ou quelque chose comme ça. Avec Et plaisir, hein, puis, sachant les dispos, tu sais bien. avec Avec plaisir. plaisir, hein. Eh ben écoute, c'était partagé. Merci d'avoir pris de votre temps. Et puis, on va passer à la dernière phase de la visite du jardin botanique de Caen. Merci messieurs, à très bientôt. Eh ben écoute, à Merci à très vous. bientôt. Je vous laisse nous Ciao, abandonner. ciao. Merci. David, Yes. je te laisse Ouais, le lien pour ma Salut. vidéo si jamais tu veux le mettre ouais, vas-y, sur Ciao, pas de ciao. souci. Twitch. Je vais le mettre. Voilà, donc qui concerne la génétique des plantes carnivores Tac. et je vous Là, souhaite une bonne soirée. ça marche. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, à bientôt.